Bienvenue au petit cours d'histoire féministe. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet assez sensible, c'est-à-dire de sexisme et de santé mentale. C'est toujours un peu compliqué de faire l'histoire de la santé mentale parce qu'on commence à peine à avoir les mots adéquats pour parler de ces enjeux-là dans nos sociétés actuelles. Mais on va quand même aujourd'hui se donner quelques points de repère et nous allons commencer l'histoire vers la fin du Moyen Âge et au début de la Renaissance. Et aujourd'hui, nous allons surtout étudier comment le discours médical a traité de la santé mentale des femmes. Donc, on entre à la fin du Moyen Âge, au début de la Renaissance, dans une phase d'institutionnalisation de la médecine, suite aux chasses aux sorcières, pendant lesquelles on a fait brûler plusieurs guérisseuses qui soignaient leurs contemporains avec des plantes. Dès lors, la médecine et la science deviennent davantage une affaire d'hommes. Notez que les médecins hommes qui étaient formés dans les universités ne travaillaient jamais en contact direct avec les patients, ce qui faisait en sorte qu'ils étaient assez incompétents, somme toute. Et ils faisaient aussi bouffer de la soupe de serpent à leurs patients, entre autres affaires bizarres. Avec le siècle des Lumières, on se tourne vers une méthode plus scientifique, c'est-à-dire tester des remèdes, faire des expériences et noter les résultats. Donc, exactement ce que faisaient les femmes guérisseuses qui sont mortes pour avoir fait ça. On considérait que soigner les gens de manière efficace, c'était de la magie, et que les femmes médecins étaient donc coupables de sorcellerie. Les hommes médecins, eux, suivaient plutôt les dogmes de l'Église, et c'est pourquoi leur méthode s'avérait la plupart du temps inefficace. Les Lumières trippent vraiment beaucoup sur l'Antiquité et font une relecture des textes d'Aristote, entre autres. Aristote affirme que le sang menstruel était le signe de l'infériorité des femmes. Son corps ne produisant pas assez de chaleur, la femme est incapable d'aller au bout des transformations qui feraient du sang une semence. Tandis que la femme ne produit qu'un matériau brut, le sang, l'homme seul produit une semence, le sperme, qui va sculpter un corps et une vie dans ce matériau. En vrai, même si le discours médical se veut scientifique, il est quand même émis par une élite intellectuelle qui profite de l'exclusion et de la subordination des femmes, et il est très essentialiste et fondé sur des croyances misogynes. En d'autres mots, les deux discours, scientifiques et spirituels, se nourrissent l'un l'autre en ce qui concerne l'infériorité des femmes et leur place dans la société. Au 19e siècle, en Occident et durant les siècles précédents, la médecine caractérise le corps des femmes par la délicatesse. À l'époque, même si les messieurs médecins se prennent et sont pris très au sérieux, dans les faits, leur pratique n'est pas plus efficace que n'importe quel guérisseur. Le système nerveux des femmes est conçu comme plus fin, plus irritable et plus sujet à l'épuisement, ou c'est peut-être juste que les femmes sont crissement à bout de vivre dans des sociétés où elles n'ont pas le droit de vote et autant d'enfants que leur système reproducteur leur permet, et même plus des fois. Mais ça, les médecins n'y ont pas pensé. On dit aussi que l'utérus est lié directement au système nerveux central et donc très sensible à la stimulation excessive des nerfs. Le corps féminin est aussi perçu comme déviant et monstrueux, comparé à celui des hommes qui est présenté comme étant la référence neutre. Ce qui afflige le corps des femmes est conçu comme une maladie. Puis en ce moment, je parle du corps des femmes, mais je tiens à souligner qu'il y a des femmes qui n'ont pas d'utérus aussi, puis c'est important de mentionner qu'il y a toujours eu des femmes trans dans l'histoire, c'est juste qu'on n'avait pas les mots ni les explications pour vraiment le comprendre. Vous comprenez aussi que si les médecins du 19e siècle étaient incapables de concevoir que les femmes étaient capables de gouverner puis de penser par elles-mêmes, ils n'auraient certainement pas été capables de comprendre les enjeux trans. Donc, j'utilise des mots particulier en ce moment, mais je tiens à souligner qu'il y a des femmes aussi qui n'ont pas d'utérus et que les mots corps féminin, c'est vraiment subjectif. En 1871, un docteur déclare que les menstruations, la grossesse et la ménopause sont des maladies nécessitant le repos le plus complet. Ce qui déclenche les menstruations est sujet à débat, puis rendu là, ça me surprendrait même pas qu'on ait même pas pensé à demander l'avis d'une femme sur cette question-là. La profession médicale devra attendre le début du 20e siècle pour se voir reconnaître une existence légale. Et fun fact, à cette époque-là, ça devient un peu glamour pour les femmes d'être malades. C'est vraiment la mode d'avoir une femme oisive sur le point de crever. C'est un signe de luxe pour les femmes de la bourgeoisie d'avoir une santé fragile et d'entretenir une relation privilégiée avec son médecin. Et ce médecin-là en profite pour la gaver de médicaments.
Évidemment, les médecins de l'époque ont vu une clientèle affidélisée parmi les femmes de la bourgeoisie qui avaient les moyens de se payer leurs visites régulières et ils l'ont exploitée. Dès lors, en Occident, il se développe une véritable culture de l'hypocondrie, ce qui devait être assez drôle à voir. Au même moment, le mouvement féministe commence alors à prendre de l'ampleur en Occident. Les revendications des femmes s'étendent du droit de vote et du droit de l'éducation au droit à la contraception. C'est pas surprenant que ces demandes de libération-là soient suivies d'une répression dont la médecine a été la principale orchestratrice. Vous comprenez qu'il y a un rapport de domination des médecins hommes sur les patientes faibles et hystériques, entre guillemets. Ça va être une chose qui va être beaucoup représentée dans les arts, avec une foule de messieurs tout habillés et prêts à opérer une jeune femme nue et inconsciente. Je vous ai beaucoup parlé de santé physique et pas tellement de santé mentale, finalement, mais j'imagine qu'on peut transposer le même sexisme des discours sur la santé physique dans les discours médicaux qui concernent la santé mentale des femmes. D'ailleurs, les deux sont liés. On pense au 19e siècle que les nerfs des femmes sont connectés à leur utérus, comme je l'expliquais précédemment, et que leur utérus draine carrément leur énergie, ce qui les rend plus susceptibles de péter des coches et de perdre la map. Sachez aussi que les raisons pour lesquelles on décide de traiter une femme pour folie, hystérie ou whatever sont vraiment très très larges. On peut déclarer une femme de sauter si elle veut pas être mère ou tout simplement si elle refuse de se conformer à son rôle de genre, à ce que lui dicte la société patriarcale. Depuis le 18e siècle, avec l'encyclopédie de Diderot, qui n'était pas du tout reconnue pour reconnaître chez les femmes ses égales intellectuelles, on semble penser que le fait que les femmes possèdent un utérus, et encore une fois, je dis ça en sachant que certaines femmes ne possèdent pas d'utérus, on pense que le fait que les femmes ont un utérus est la preuve qu'elles doivent faire des enfants et qu'elles sont programmées pour vouloir être des mères. Et celles qui refusent les rôles traditionnels associés à la féminité sont sévèrement punies et parfois ça leur coûte même leur liberté. Un des meilleurs exemples pour ça, qui n'est pas tellement loin de nous dans le temps, c'est Alice Robbie, la vedette de la chanson québécoise qui est internée à l'hôpital psychiatrique de Beauport contre son gré en 1948. Selon sa petite nièce Chantal Ringuet, ses lettres personnelles indiquaient qu'elle gérait encore ses affaires et qu'elle était lucide, intellectuellement capable et qu'elle discutait avec des gens au téléphone qui la trouvaient en forme et le lui disaient. Un mois après son internement en novembre, son père obtient le droit de gérer ses biens après l'avoir fait déclarer inapte par la Cour supérieure. Alice Robbie avait tout simplement trop de succès pour une femme de son âge, une femme de son temps, pour le milieu d'où elle venait. C'était vraiment surréaliste, en fait, de voir une femme refuser d'être modeste et gagner autant d'argent. Donc, c'était tout pour cet épisode du petit cours d'histoire féministe. J'espère que vous avez appris un ou deux trucs. On se revoit sans doute dans les semaines suivantes pour parler d'un sujet qui sera complètement différent. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.